Monsieur Kartapanis, merci beaucoup. Donc, une démonstration extrêmement intéressante. En même temps, il y a peut-être d'autres choses à dire, notamment sur ce que la Commission européenne, de son côté, propose, à la fois pour relancer la croissance, parce que c'est aussi une préoccupation, évidemment, pour nous, relancer la croissance, et puis pour réguler le système bancaire et le système financier. C'est ce dont va nous parler Martin Merlin. Donc vous êtes vraiment au cœur de l'action puisque vous dirigez l'unité responsable de la régulation du secteur financier à la Commission européenne et vous êtes aussi responsable d'ailleurs des relations avec le Parlement européen et le Conseil des ministres, donc de cette liaison entre la Commission qui propose, le Conseil et le Parlement qui décide. Vous avez également été enseignant, vous avez été chargé de cours à Sciences Po Paris et au Collège de Parme. Vous avez travaillé au début de votre carrière au Trésor en France et puis vous avez rejoint en 1997 la Commission européenne où vous avez travaillé entre autres comme assistant du directeur général chargé du marché intérieur. Assistant du directeur général, c'est un poste très important au sein de la Commission européenne. Et puis vous avez été membre du cabinet du commissaire chargé du marché intérieur avant de rejoindre votre poste actuelle. Donc vous allez nous livrer votre expérience et puis aussi les réponses concrètes que la Commission européenne tente de construire pour réaliser cette régulation solide de l'Union économique et monétaire, des banques et des marchés financiers. Merci beaucoup. En guise d'introduction, après cette excellente présentation de la crise de la zone euro, j'aimerais dire ce que l'Europe s'efforce de faire afin de trouver des réponses à la crise que nous connaissons. Et je voudrais, afin de présenter ces réponses, distinguer 6 grands domaines d'action. Premier grand domaine d'action, on en a parlé déjà, l'assainissement budgétaire. Il nous paraît essentiel à la Commission européenne d'assainir la situation budgétaire des États. Il s'agit là d'une condition absolument essentielle pour la reprise économique. On peut évidemment poser la question de savoir si on en fait trop en matière d'assainissement budgétaire, en matière d'austérité, mais en tout état de cause, il nous paraissait essentiel d'envoyer un signal très fort aux investisseurs de par le monde que la zone euro, à présent, prenait la consolidation budgétaire très au sérieux. J'ajouterais en outre qu'on essaye de faire cet assainissement budgétaire de façon intelligente, en faisant porter l'accent surtout sur les dépenses de fonctionnement et en essayant de préserver les dépenses d'investissement dans des domaines comme l'éducation, la recherche, l'innovation, les énergies renouvelables, qui sont autant de secteurs clés pour la croissance future de la zone euro et de l'Union européenne. Deuxième grand domaine d'action, c'est justement mettre en œuvre des mesures qui vont promouvoir la croissance et l'emploi. On caricature parfois un petit peu l'Union européenne et la Commission en disant qu'on est obsédé exclusivement par l'assainissement budgétaire. Non, on veut aussi développer le potentiel de croissance de l'Union européenne et c'est pourquoi nous avons depuis peu une stratégie pour ce faire qui s'appelle Europe 2020 et qui est une stratégie dans laquelle on essaye de développer le potentiel de croissance de tous les États membres, de rendre nos économies plus compétitives, notamment avec des efforts en matière de réformes structurelles. On a posé des objectifs très précis dans des domaines qui nous paraissent clés, l'emploi, la recherche, l'innovation, l'éducation, les énergies propres, tout cela afin encore de renforcer le potentiel de croissance de l'Union européenne. On essaye aussi de relancer le marché unique, qui est un facteur essentiel de croissance pour l'Union européenne. On essaye en ce moment en particulier de développer le marché unique dans le domaine des services,
domaine qui représente à peu près 70% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Et alors qu'on a un marché intérieur qui fonctionne plutôt bien pour les biens et pour les capitaux et pour les personnes, s'agissant des services, le marché intérieur reste dans une large mesure encore à faire et nous essayons de développer ce marché intérieur actuellement. Troisième grand domaine d'action, on en a déjà parlé, la capacité de la zone euro à assister des États en difficulté financière. On a abondamment parlé du cas de la Grèce. Il nous paraît essentiel de, en quelque sorte, avoir suffisamment d'argent de côté pour assister un autre pays de la zone euro qui pourrait connaître des difficultés similaires. C'est pourquoi, au Conseil ECOFIN qui s'est tenu il y a quelques jours à Copenhague, un accord a été trouvé pour mettre en place ce qu'on appelle un pare-feu d'environ 800 milliards d'euros qui permettrait d'aider un État qui se trouverait en difficulté sur les marchés de dette souveraine. Et l'idée de ce pare-feu, c'est surtout de décourager les spéculateurs qui voudraient parier sur l'effondrement d'un pays de la zone euro. Donc ça, c'est très important pour l'avenir. J'ajouterais aussi que ces derniers mois, la Banque centrale européenne a injecté de manière massive des liquidités dans le secteur bancaire européen à hauteur d'environ 900 000 milliards d'euros, liquidités qui sont absolument indispensables pour s'assurer que une grande banque ou plusieurs banques ne fassent pas faillite dans l'Union européenne et pour s'assurer aussi que les banques puissent continuer à prêter à l'économie réelle. Quatrième grand domaine d'action, la Grèce. On en a déjà parlé. La Grèce est dans une situation tout à fait particulière, une situation à part, en raison de son endettement extrêmement élevé, en raison aussi de son potentiel de croissance pour l'instant relativement bas. Donc des mesures très spécifiques sont développées s'agissant de la Grèce, avec une assistance financière massive à hauteur d'environ 280 milliards d'euros, avec une assistance technique aussi. Nous avons au sein de la Commission européenne une task force qui est chargée d'épauler la Grèce dans les réformes, notamment de son administration, qui sont nécessaires afin que la Grèce devienne plus performante au plan économique. Mais en retour, nous exigeons de la Grèce un assainissement budgétaire, des réformes structurelles qui vont lui permettre, nous l'espérons, de croître davantage à l'avenir. Cinquième grand domaine d'action, la gouvernance économique. Madame Micolo-Marcel l'a dit, il y avait dans la zone euro des défauts de construction. C'est vrai, c'est facile à dire après coup. Bon, maintenant, on est tous d'accord sur le diagnostic. Le défaut de construction principal, c'était sans doute que on mettait en place une politique monétaire unifiée, alors que les États membres étaient libres de continuer à développer leurs propres politiques économiques et leurs propres politiques budgétaires. Nous essayons en ce moment de corriger cela en mettant en place dans l'Union européenne une coordination économique, dans la zone euro surtout, une coordination économique et une coordination budgétaire beaucoup plus forte que par le passé. La Commission aura davantage de responsabilités pour ce qui est de surveiller les budgets mis en place dans les pays membres de la zone euro. Il y aura des mécanismes de sanctions beaucoup plus forts, beaucoup plus efficaces lorsque certains États, si certains États dérapent dans le domaine de leurs finances publiques. Et nous mettons en œuvre aussi une coordination économique beaucoup plus étroite
entre les pays afin d'avoir davantage de convergence économique dans la zone euro, parce qu'évidemment, un des grands problèmes que nous avons vu, c'est qu'il y avait une politique monétaire décidée par la Banque centrale européenne, mais des pays de la zone euro qui étaient dans des situations économiques différentes et qui étaient dans des moments différents de leur cycle économique. Donc, si la politique monétaire de la Banque centrale pouvait convenir à certains pays, elle ne convenait pas nécessairement à tous les pays. Donc, nous voulons à l'avenir avoir davantage de coordination économique, davantage de coordination budgétaire et aussi davantage de rigueur budgétaire. D'où la fameuse règle d'or décidée il y a peu par 25 pays de l'Union européenne, règle d'or qui veut que les États membres, à l'avenir, ne devront pas avoir des déficits budgétaires dépassant les 0,5% du PIB. Donc c'est un signal très fort envoyé à tous les investisseurs dans le monde, à envoyer à tous nos partenaires économiques. Les pays de la zone euro, à l'avenir, seront obligés de prendre la rigueur budgétaire beaucoup plus au sérieux que par le passé. Et nous espérons donc, peu à peu, trouver des réponses aux défauts de construction de la zone euro qui ont été présentés précédemment. Sixième et dernier grand domaine d'action, et je vais m'attarder un petit peu sur ce domaine, le renforcement de la réglementation et de la supervision du système financier. Où est-ce qu'il faut que j'appuie ici? Merci. Alors, il n'est pas inutile, peut-être très brièvement, de rappeler quelles ont été les grandes causes de la crise financière, surtout bancaire, de 2007-2008. D'abord, des déséquilibres macroéconomiques très importants, avec une abondance de liquidités dans l'économie, à cause notamment de la présence dans certains pays d'énormes excédents commerciaux, à cause aussi de l'existence dans beaucoup de pays de politiques monétaires très accommodantes, notamment aux États-Unis. Ces éléments ont entraîné une hausse du crédit bon marché, une augmentation du crédit bon marché, et ont entraîné également la formation de bulles spéculatives, notamment une bulle qui a eu des conséquences très, très néfastes dans le domaine de l'immobilier résidentiel aux États-Unis. Deuxième grande série de causes à la crise financière de 2007-2008, des lacunes réglementaires. Donc il est clair que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, le secteur financier n'était pas réglementé de façon suffisamment stricte. Il y avait en particulier des trous dans notre réglementation au niveau européen. Par exemple, les agences de notation qui jouent un rôle majeur pour le fonctionnement des marchés financiers n'étaient pas du tout réglementées en Europe. Autre exemple, il n'y avait pas de réglementation européenne des fonds spéculatifs, des hedge funds. Il y avait donc des trous réglementaires, mais il y avait aussi des domaines dans lesquels la réglementation était présente, mais elle n'était pas suffisamment stricte. Exemple, le domaine bancaire. Il est admis par tous à présent que la réglementation qui s'appliquait aux banques n'exigeait pas des banques qu'elles mettent de côté suffisamment de fonds propres afin de couvrir leurs expositions. Il est admis aussi que les banques n'étaient pas obligées de gérer de façon suffisamment sérieuse les risques de liquidité auxquels elles pouvaient être exposées. Et on sait que Lehman Brothers s'est effondré, notamment parce qu'elle avait des problèmes de liquidité. Troisième série de causes, une supervision des institutions financières souvent défaillantes. Comme vous le savez sans doute, le secteur financier est non seulement réglementé par une réglementation prudentielle, une réglementation qui vise à protéger les consommateurs, mais le secteur financier est aussi soumis à une surveillance
par des autorités compétentes, en général nationales, qui supervisent au jour le jour les banques, les compagnies d'assurance, les fonds d'investissement, en se rendant dans les institutions financières afin de s'assurer que ces institutions mettent correctement en œuvre la réglementation, la législation qui leur est imposée. Or, nous avons vu que dans certains pays de l'Union, je n'en nommerai pas, cette supervision a été beaucoup trop laxiste. Et nous avons vu aussi que cette supervision était trop axée sur le plan national. Or, nous avons, dans une large mesure, dans l'Union européenne, un marché financier très intégré. Les marchés de capitaux en particulier sont très intégrés. Certains segments de ces marchés de capitaux sont complètement intégrés. On observe que le secteur bancaire et le secteur des assurances sont dominés par quelques grands groupes qui sont présents parfois dans 18-20 pays de l'Union européenne. Or, nous avions, avant la crise de 2007, une supervision qui était essentiellement nationale. Donc il y avait une sorte de fossé qui se creusait entre la réalité du marché, qui était un marché très intégré, et une supervision du système financier qui était essentiellement nationale et peu coordonnée entre États membres. Dernière série de causes importantes, les comportements des institutions financières. Pour aller vite, je dirais que dans les années 2000-2007, on pensait que les institutions financières et les grandes banques d'investissement en particulier savaient ce qu'elles faisaient. On pensait qu'elles savaient notamment gérer leurs risques afin de se protéger elles-mêmes. Or, ce qu'on a découvert au moment de la crise des subprimes, c'est que très souvent ce n'était pas le cas. Il y avait des problèmes de gestion des risques majeurs au sein de beaucoup de banques en particulier, avec des directoires qui ne contrôlaient pas correctement ce qui se passait dans leurs propres institutions, avec des gestionnaires de risques qui pesaient très peu au sein des institutions financières par rapport à ceux qui étaient chargés de prendre des risques afin de rapporter de l'argent aux banques. Et ce qu'on a vu aussi, c'est une logique extrêmement court-termiste à l'œuvre au sein des banques, avec l'objectif de faire un maximum de profit à court terme, sans se soucier de la viabilité à long terme de ces profits et donc des banques elles-mêmes. Donc voilà une sorte de résumé des 4 grandes séries de causes à l'origine de la crise financière de 2007-2008. Et je vais prendre maintenant quelques minutes, mais je vais être bref, afin de vous présenter ce qu'on essaye de faire pour répondre à ces problèmes. Faire en sorte que notre objectif, c'est de réduire les risques, les probabilités qu'une crise aussi sévère se répète à l'avenir. On veut à la fois réduire les risques, les probabilités d'une répétition, et s'il doit y avoir d'autres crises, on veut en réduire au moins la sévérité. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? D'abord, on essaye d'avoir des acteurs financiers qui soient beaucoup mieux contrôlés que par le passé. Le G20 a dit qu'à l'avenir, tous les acteurs financiers devraient être soumis à une réglementation appropriée et à une supervision appropriée. Donc ça passe en premier lieu par une meilleure organisation de la supervision au niveau européen. Et donc je vous montre ce transparent quelques instants. Qu'est-ce qu'on essaye de faire en Europe? Eh bien, on a dans un premier temps créé un Conseil européen du risque systémique qui est établi à Francfort, qui est étroitement lié à la Banque centrale européenne, même si ce conseil est indépendant, qui est présidé par le président de la Banque centrale européenne. Et ce Conseil européen du risque systémique a pour tâche essentielle de regarder les évolutions macroéconomiques, regarder les évolutions au sein du système financier et des banques en particulier, afin d'être en mesure de prévenir, d'émettre des alertes lorsque il identifiera des menaces qui pourraient peser sur la stabilité financière européenne. C'est quelque chose qui a complètement manqué en Europe, aux États-Unis, ailleurs aussi,
dans les années 2000-2007. En dessous, nous avons mis en place un système européen de supervision qui garantit une bien meilleure coopération entre les superviseurs nationaux. Par exemple, la commission bancaire en France et ses homologues dans les autres pays de l'Union. Et cette coopération des autorités nationales se fait sous l'égide de 3 nouvelles autorités européennes de supervision, une pour la banque, une pour l'assurance et une pour les marchés financiers. Donc, ces autorités ont quelques pouvoirs juridiquement contraignants qui leur sont propres et qu'ils peuvent exercer vis-à-vis des autorités nationales ou dans certains cas vis-à-vis d'institutions financières, mais elles sont là aussi surtout pour s'assurer qu'à l'avenir, les autorités nationales coopèrent bien mieux que par le passé. Nous essayons aussi de combler les trous dans la supervision financière que j'ai évoqués il y a quelques instants. Et en Europe, à présent, il a été décidé que les agences de notation, qui avaient failli de manière dramatique avant la crise financière, ces agences de notation, il est agréé qu'elles doivent être maintenant réglementées et supervisées dans l'Union européenne. Et une supervision leur est applicable. Cette supervision est prise en charge par l'autorité européenne des marchés financiers qui est établie à Paris. Il a été décidé aussi, et ça c'est une avancée majeure, que les hedge funds, ces fonds spéculatifs qui peuvent entraîner des problèmes systémiques pour le système financier et pour l'économie, il a été décidé que ces hedge funds seraient aussi soumis à une réglementation européenne et ils devront être dûment supervisés dans tous les pays de l'Union. Cette réglementation et cette supervision débuteront l'année prochaine. Nous voulons aussi des institutions financières plus stables et plus solides. J'ai dit que les banques en particulier étaient certes soumises à une réglementation assez vaste, mais que cette réglementation n'était pas suffisamment stricte. Nous sommes en train de négocier actuellement au Conseil et au Parlement une réforme majeure de la réglementation du système bancaire en Europe, avec un renforcement très significatif de cette réglementation, afin de s'assurer que les banques conservent davantage de fonds propres pour couvrir leurs risques, afin de s'assurer que les banques gèrent beaucoup mieux les risques de liquidité auxquels elles peuvent être exposées, afin aussi de s'assurer que le ratio de levier que les banques peuvent utiliser, c'est-à-dire pour parler simple, leur endettement, ne soit pas trop important. Tout ça afin d'éviter évidemment en Europe une répétition de l'épisode Lehman Brothers. Nous voulons aussi des marchés financiers plus transparents, plus sûrs. Les risques systémiques, les menaces pour la stabilité financière européenne et pour l'économie européenne peuvent venir des banques. Elles peuvent venir aussi des marchés financiers et notamment des marchés de produits dérivés. Marchés de produits dérivés qui, eux aussi, n'étaient quasiment soumis à aucune réglementation avant la crise financière de 2007-2008. On essaye dans ce domaine de faire 2 choses, donc de réduire les risques systémiques et aussi de réduire la spéculation. Notamment dans le domaine des dérivés de matières premières ou dans le domaine de la vente à découvert. Donc on veut des marchés financiers qui soient plus sûrs et qui soient plus transparents, et les acteurs des marchés financiers devront fournir beaucoup plus d'informations à leurs superviseurs, au marché en général, afin qu'on comprenne mieux ce qui se passe dans ces marchés qui sont souvent très opaques. Je pense notamment au marché de dérivés de gré à gré. C'est un marché qui représente quelque chose comme 400 000 milliards d'euros dans l'Union européenne. Il est important donc que les régulateurs sachent mieux ce qui se passe dans ces marchés. Donc nous voulons
assainir la finance européenne, éviter des crises futures, mais nous voulons aussi faire en sorte que les consommateurs de produits financiers soient mieux protégés. C'est pourquoi c'est une directive européenne qui protège à hauteur de 100 000 € tous les déposants. Donc chaque déposant dans l'Union européenne est protégé sur son compte courant à hauteur de 100 000 € en cas de défaillance de son établissement de crédit. Premier exemple. Deuxième exemple, nous sommes en train de négocier au Conseil et au Parlement une directive relative au marché hypothécaire afin de s'assurer que dans ce domaine, on ait à l'avenir des prêts beaucoup plus responsables qui soient faits aux consommateurs, afin d'assurer, d'éviter le surendettement, afin de s'assurer que les consommateurs de produits hypothécaires aient une bien meilleure information sur les produits qu'ils peuvent acheter. Enfin, dernier grand volet de notre action, nous voulons un système financier qui contribue à la croissance. Car c'est bien de re-réglementer le système financier, de réformer et de renforcer la réglementation, la supervision du secteur, mais il faut aussi s'assurer que le système financier puisse continuer à jouer son rôle, qui est un rôle de financement de l'économie, qui est un rôle d'intermédiation entre les gens qui veulent épargner et les acteurs économiques qui veulent investir. Il faut donc s'assurer que notre réglementation n'empêche pas les intermédiaires financiers de remplir leurs fonctions, et nous voulons aussi développer un certain nombre de mesures positives qui permettront de renforcer la croissance dans l'Union européenne. Deux exemples, on veut créer un marché unique du capital risque dans l'Union européenne. On sait que le capital risque est très peu développé dans l'Union européenne par rapport à ce qu'il est aux États-Unis. Donc nous sommes en train de négocier actuellement un cadre juridique qui va permettre au capital risque de se développer de manière sûre dans l'Union européenne. Autre exemple, les PME. On sait qu'il y a un potentiel de croissance gigantesque au sein de nos PME. C'est vrai en France, c'est vrai en Italie, c'est vrai dans beaucoup d'autres pays. On essaye donc de mettre en place des mesures qui permettront notamment aux PME d'accéder plus facilement au marché financier. Un grand problème, c'est que les PME ont du mal à trouver les ressources financières qui leur permettront d'investir et de se développer. C'est un domaine dans lequel l'Europe fait moins bien que les États-Unis. Donc nous sommes en train de regarder notre législation afin de voir ce qui peut être fait pour faciliter l'accès des PME au financement. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à lire ce transparent. Ce n'est pas très grave. Ce transparent illustre le fait que nous sommes actuellement dans un processus de re-réglementation du système financier. Ce processus prend corps, si je puis dire, dans environ 25 textes législatifs européens. Certains sont déjà adoptés par le Conseil et le Parlement et sont déjà mis en œuvre. Le texte sur la supervision européenne dont j'ai parlé, il y a accord aussi sur les agences de notation, il y a accord sur la réglementation des hedge funds. Donc ça, ce sont les lignes que vous voyez en couleur pourpre. Il y a certains textes qui sont encore en négociation au Conseil et au Parlement. Ce sont les textes en couleur orange. Nous sommes en train de négocier au Conseil et au Parlement la réforme de la réglementation bancaire ou le renforcement de la protection des consommateurs dans le domaine hypothécaire. Et enfin, vous voyez que vous avez encore quelques textes en vert que la Commission doit encore présenter. Elle le fera ces prochains mois
avec un texte notamment très important sur la résolution des crises dans le domaine bancaire. On a commencé ce processus législatif en 2007. L'idée, c'est qu'il soit terminé en 2013. Donc ça nous donne 6 ans, 6-7 ans, afin de réformer de fond en comble le système financier européen et de faire en sorte qu'il puisse vraiment jouer son rôle de financement de l'économie et afin surtout d'éviter une répétition en Europe de la crise bancaire que nous avons connue en 2007-2008.